Мария, ты, Мария, Надя моя, Надя моя, ты, Мария, Надя моя, Надя моя. Quand j'étais petite, j'ai regardé beaucoup des films de guerre, pas que moi, mais plusieurs personnes, les enfants et les parents, ils ont regardé les films anciens, noirs et blancs, qui parlaient de la guerre. Là, on voyait les avions et on entendait très bien, je me rappelle jusqu'à maintenant, le son. Et ça faisait et j'ai vu ces images et il m'a impressionné beaucoup. Je pensais, mais c'est pas vrai, c'était comme ça vraiment qu'ils ont jeté les bombes. Voilà, l'avion qui passe. Et je pensais, non, c'est vraiment incroyable. Voilà. Ben, pour vous dire que l'Ukraine, pour moi, on n'a jamais pu imaginer que la guerre viendra jusque chez nous. Parce que vous voyez comme il y a certains pays quand, je ne sais pas, il y a les tensions et tout, je ne sais pas, il y a quand même cette présence qui pèse et tout. Mais pour nous, on n'a jamais imaginé ça, que ça peut nous arriver. Voilà. Alors pour dire que, comme vous tous, en vivant en France, ou, voilà. Et pour vous dire que j'avais le même sentiment de, on peut dire, sécurité comme vous, vivant en France. Voilà. Et c'est quand même une expérience de la guerre, c'est quelque chose qui, on peut pas, même si je vais vous parler, c'est pas possible, comment dire, même d'imaginer intérieurement, parce que ça fait c'est une expérience très existentielle, parce que la proximité de la mort fait ce que tu vis des choses et tu vois la vie très différemment. Quand la guerre a commencé, donc moi je vais dire, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'habite en Ukraine très proche de la frontière avec la Russie, tout au fond au nord, près de Donbass. Et donc c'est très proche, voilà, chez nous. Donc la veille, tout ça se passait bien, je rentrais pour voir mes parents chez moi. Et donc, personne n'a pas pensé que cette nuit sera comme ça. Et voilà, je veux vous partager qu'est-ce que ça change et comment on vit ces moments qui sont très intenses. Je vais parler au début, et surtout voilà, le début de la guerre, parce que ça, c'est quelque chose... Après, on vit des choses différemment. Donc, quand la guerre a commencé, on a entendu des explosions la nuit et on a tout de suite compris que ce n'est pas des feux d'artifice, que ce n'est pas une explosion d'une station, je ne sais pas, d'essence, que ce n'est pas quelque chose d'autre, mais c'est vraiment que c'est la guerre. Je ne sais pas comment, mais c'est quelque chose qui est dans le son. Et donc j'ai entendu à ce moment-là le même son que j'ai entendu dans les films noirs et blancs. Le son, quand quelque chose qui est très proche, qui est au-dessus de ta tête et qui s'explose juste là, à côté de chez toi. Alors, c'était vraiment comme dans ce film. Sauf que c'est la réalité. Et donc, voilà.
les choses deviennent très intenses, la vie devient très intense. Et les choses matérielles aussi, en général, ils perdent un peu le sens. Comment dire? Je veux dire qu'il y a un certain détachement des biens, parce que tu t'en fiches des choses matérielles, s'ils vont brûler, s'ils vont disparaître, si ta maison brûle. Tu tiens plutôt à la vie humaine. Voilà. Et aux choses essentielles. Tu reviens aux choses essentielles, par exemple l'eau. J'avais ma bouteille d'eau qui faisait ça. Et on ne savait pas si nous serons... j'ai dit, c'est un demi-litre. Et on ne savait pas combien de temps on va passer comme ça sans pouvoir sortir, parce que le bombardement était tellement intense que tu ne pouvais pas même sortir de ta maison pour aller quelque part, je ne sais pas. Voilà. Et donc, les choses essentielles comme l'eau, comme le pain, prennent tout leur poids. Le pain, je suis désolée, peut-être je parle un peu chaotique, comme ça je ne vous raconte pas toutes les choses, comment il s'est passé, que voilà. Mais par exemple, ouais, j'ai buvais un goût comme ça d'eau quand c'était vraiment la soif extrême. Parce qu'après, je pensais peut-être avec cette bouteille d'eau, je vais passer des mois et des mois. Donc, il faut vraiment économiser, quoi. Voilà. Et le pain, pareil. Et je peux vous dire que c'était un vrai partage parce qu'on savait que dans notre immeuble, j'habite dans un immeuble de 5 étages. On savait voilà, qu'il y a les personnes, on les connaît, mais bien sûr, la guerre nous a soudés beaucoup plus. Avant, si je ne connaissais pas trop la personne qui habite à côté, là, tout devient comme les membres d'une seule famille. Si avant tu ne connaissais pas son prénom, là tu viens pour demander est-ce qu'il a besoin du pain, est-ce qu'il a les médicaments, tout ça. Tout le monde devient comme une seule famille. Même dans les immeubles, là, a priori, on est tous un peu chacun chez soi. Ce n'est pas comme dans la maison privée. Voilà, c'est ça qui change beaucoup. Et le pain, c'était vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'on ne savait pas, parce que tout était, oui, vous savez que tout était fermé, chez moi surtout. Ouais. Le transport, pas de supermarché. Voilà, les gens, ils ont acheté tout le reste et après, c'est tout. Et donc, voilà, le partage de pain, de l'eau, de paroles, ça avait une extrême importance, comme ça pour nous. Et aussi la vie humaine et la parole aussi. On n'a pas beaucoup parlé. Les paroles qu'on a changées, et voilà, merci Seigneur, parce qu'on s'est retrouvés tous miraculeusement, avec mon père, ma mère, mon frère et moi, on s'est retrouvés dans l'appartement. Tandis que d'habitude, mes parents, ils habitent dans leur maison. Moi, j'ai logé là où je travaillais. Alors, et là, cette nuit-là, on s'est retrouvés ensemble. Et je ne sais pas, il y avait deux choses aussi qui se passent. Comment dire quand tu es dans l'abandon et dans la fragilité, comme par exemple mon père qui a voulu s'engager dans la défense de la première jour, il nous a dit ça c'est la première fois dans ma vie que je l'ai vu avec les larmes aux yeux. Et les paroles qu'il a prononcées, ça avait beaucoup de poids. Voilà, comment dire, pendant la guerre, on ne dit pas les paroles vaines. Si on dit que voilà. Désolée, c'est un peu chaotique, j'ai commencé par ci, je continue comme ça.
Alors, je peux expérimenter pendant la guerre, je ne peux pas vous raconter comment ça s'est déroulé et tout, mais je peux dire que j'ai expérimenté aussi l'abandon. Pendant la guerre, j'ai jamais vu ça. Après, je priais beaucoup pour tous mes bienfaiteurs, parce que là, bien sûr, dans la vie ordinaire, on reçoit beaucoup de choses du Seigneur à travers les gens. Mais là, tu réalises combien tu reçois cette gratuité. Tout ce que j'ai reçu, tous les gens qui m'ont accueilli quand je ne savais pas où dormir parce qu'on a traversé l'Ukraine. C'est mon père qui dit, voilà, parce que oui, je dois dire pourquoi je suis venue en France, parce que ce n'était pas du tout mon projet. Je me voyais absolument à rester chez moi, à faire ce que je peux, à voilà, donner mon sang, à faire ce que... Mais le Seigneur a prévu autrement. Je vous avoue que c'était très dur pour moi, mais je n'ai pas osé de dire non à mon père quand il a dit, même si je suis majeure, je peux prendre mes décisions, mais bien sûr, dans ces circonstances-là, quand il me dit, toi, tu prends maman et vous allez, parce que ma maman, durant la première semaine, elle a maigri, elle a perdu 7 kilos, parce qu'on n'a pas pu, parce que c'était à cause du stress. Et donc, il dit, non, tu prends maman et vous allez loin, à l'autre bout d'Ukraine, à Lviv. Voilà. Et c'était une décision pas facile pour moi. Je ne voulais pas du tout faire ça. Je m'imaginais au champ de bataille à porter le soin aux blessés, vous voyez tout ça. Mais voilà. Et je ne voulais pas du tout venir en France. Ah non, 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 ça c'est la dernière chose que j'ai voulu. Non. Alors, je m'accrochais jusqu'au dernier moment à l'Ukraine. Mais quand ma maman est tombée dans mes bras une nuit, je voyais qu'elle est épuisée. Et voilà. C'est là qu'il y avait cette proposition de venir en France faire les examens pour voir s'il n'a pas de cancer. Parce que pour vous dire qu'il y a plusieurs gens qui ont maintenant les maladies à cause de stress, à cause de... à la base, qui ont le tumeur et tout ça qui provoque le stress. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venue en France. Et là, j'ai pu expérimenter durant cette guerre l'abandon au Seigneur, dans cette fragilité. Je peux vous dire que les psaumes m'ont parlé comme jamais, jamais dans ma vie. Chaque parole, je dis, ah, c'est ça, tu prononces et tu penses, voilà, c'est moi qui ai écrit les psaumes. En fait, parce que tellement c'est le cri, c'est mon cri, ça. C'était impressionnant. Et pour vous dire aussi que le Seigneur nous a bien protégés parce que là, on s'est caché pendant voilà, j'ai dit des petites choses concrètes comme ça. On habite au premier étage, au rez-de-chaussée, et on a la chance d'avoir la cave dans notre appartement. Alors, c'est pour ça qu'il y avait un peu tous les voisins qui sont venus se cacher chez nous avec leurs animaux. Heureusement, pas des vaches, mais que des chiens, les chats. Et on a pu descendre avec un escalier comme ça. C'était, voilà, c'est... Et donc, je voulais dire que quand on n'avait pas du temps de descendre, parce que quand même, on a sorti de temps en temps de cette cave, et quand tu entends les missiles, parce que c'était très intense, comme je veux dire, chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, donc tu ne peux pas vraiment vivre... comment dire, même préparer le repas un jour quand on a décidé de faire le soupe, on fait quelque chose, après tu descends, après tu remontes, l'eau est toujours bouillante, tu commences à faire quelque chose, tu descends, voilà, après quand le soupe est prête, tout le monde est là et en fait on n'a pas faim du tout parce que ça ne donne pas envie à manger, tout ça, voilà, et oui, ce que je voulais dire que Dieu nous a protégés parce que l'endroit où on s'est caché, dans notre couloir, et on se mettait tous comme ça au sol, à côté, comme ça. Et l'endroit où on s'est caché, c'est justement là où, quand le missile est arrivé dans notre immeuble, c'est là, au niveau de nos têtes, quand les morceaux de missiles ont troué, là on s'est caché et on n'était pas là.
ce jour-là. Et après, bien sûr, on a rendu grâce. Mon papa nous a montré le morceau du missile quand il est venu après dans notre maison. Et ces deux trous, voilà, vraiment, vraiment, on s'est dit, mais on devait être là à ce moment-là. Et on s'est dit, on n'a pas bien choisi l'endroit pour se cacher. Il fallait se cacher derrière notre mur. Et voilà, on n'a pas. Mais comment on a pu savoir ça? Voilà, pour dire que le Seigneur veille. Il nous protège. C'est vrai, j'ai perdu des amis, des connaissances. Et je peux vous dire aussi la dernière chose, peut-être parce que c'est déjà, je pense, à peu près 15 minutes que je parle. Ouais. Alors, la dernière chose que je peux vous dire, que les ennemis, contre qui j'ai dû me battre pendant la guerre, ça c'est ce qui fait la guerre. C'est ce que j'ai ressenti aussi dans mon cœur, ce combat. C'est la haine, la peur et le mensonge. Ça, c'est des choses, ce que je vois aussi dans mon peuple. Que c'est pour ça que je vous demande de prier pour ça, pour qu'on n'ait pas la haine. La peur, c'est déjà moins, parce qu'au début, tu crois à toutes les choses qui vont exploser ça, que tu vas rester, comment tu vas vivre l'hiver, mais après tu vois que non, voilà en fait. Et le mensonge, qui est une arme très puissante, voilà, qui vient comme ça de partout un peu, qui poisonne. Voilà. Et je ne sais pas. Bref. Maintenant, tu es à Strasbourg. Oui, maintenant je suis à Strasbourg, là où il y a ma maman, mon père, et maintenant il y a son terme de service militaire qui est terminé en mois de septembre et il a pu venir nous voir à Strasbourg. Maintenant je repars dans un mois, je ne suis pas un peu dans l'inconnu, pourtant c'est mon pays, c'est ma ville, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire là-bas, comment je vais... Voilà. Oui, et donc mon père, peut-être il va venir ici pour vivre l'hiver avec ma maman. Parce que l'hiver a déjà commencé. Bon, pour vous dire la situation, dans ma ville, il y a toujours les bombardements. Comme ça, à droite, à gauche, on ne sait pas où ça va tomber là. Voilà. Et c'est un peu ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui me fait peur. Voilà, je ne sais pas. Et pour vous dire qu'à Strasbourg aussi, bon, je veux parler un peu de notre relation avec le peuple russe. Voilà, c'est encore un petit instant, parce qu'à Strasbourg, j'ai rencontré aussi plusieurs Russes et j'ai fait les manifestations avec eux. Et une fois, je me retrouvais seule parmi eux. Et quand ils ont su que je viens d'Ukraine, ils m'ont donné la parole, j'ai pu parler à eux aussi. Et ça m'a impressionné aussi ce qu'ils vivent maintenant, parce que la plupart d'eux, ils ressentent honte, peur, culpabilité. Ah, c'est vraiment des choses, ils disent d'une voix très très basse, vraiment c'est terrible. Pour vivre qu'on peut vivre la vraie communion avec eux, et voilà. Oui. Tu peux développer sur le mensonge? Je comprends tout à fait que tu aies peur contre la tentation de la haine et de la peur. Ça, j'arrive très bien à comprendre. Et le mensonge, j'ai pas bien compris. Le mensonge, je veux dire que le mensonge qu'il utilise un peu comme l'arme puissante pour créer justement cette haine. Dans les nouvelles, ils peuvent glisser un truc qui disent « Regardez ce qui était fait », en s'appuyant plus sur la violence, mais surtout la violence, surtout regardez cette injustice. Ils peuvent montrer justement les points très faibles pour
créer la division, la haine et surtout le désir de vengeance. Ça, voilà, et c'est ça qui détruit aussi beaucoup. J'ai vu ça dans les médias. Moi, je ne reçois pas les nouvelles par les nouvelles. Moi, je reçois les nouvelles de mes amis, de ma famille, vous voyez. Pour vous dire, je vous parle ouvertement des mensonges de notre voisin du Nord, parce que pour eux, c'est l'arme quand même très, très puissante. Les Russes me disent ça ouvertement. C'est vraiment terrible comme arme, parce que plusieurs gens croient qu'ils font quelque chose du bien. Je n'arrive pas même à comprendre, vous voyez, qu'en faisant la guerre contre nous, parce que nous, on ne comprend même pas pourquoi ils font ça. Pour nous, on ne comprend pas vraiment, d'accord, qu'est-ce qu'ils veulent. On ne comprend pas. Voilà, donc comment il arrive à manipuler toute la... Voilà. C'est pour ça que c'est une arme énorme. Oh, énorme. Voilà. Oui, je n'ai pas parlé de moi. Je bénis ton héritage, accorde à ton peuple victoire sur l'ennemi. Garde par ta croix ce pays qui est tien. Garde par ta croix ce pays qui est tien. Et peut-être une autre question encore. Oui, c'est Geoffroy qui me demande. Oui. Donc mon frère, il nous a accompagnés à Lviv et après il est retourné à Kharkiv dans quelques temps. Et là, il n'est pas engagé en armée. Mais vous savez que mon père, il était engagé de manière bénévole, mais il est retraité. Voilà. Il s'est retrouvé avec d'autres hommes qui étaient comme un peu de métiers différents, qui étaient voilà là. Et mon frère, il est traducteur, il est professeur d'anglais et d'allemand, mais il n'a pas, comment dire, il avait quelque chose sur son cœur, ou quelque chose que normalement il ne doit pas servir dans l'armée. Mais là, il doit être, il passe l'analyse pour voir est-ce qu'ils vont l'appeler ou pas à faire quelque chose. Mais sinon, il est engagé dans la mission médicale qu'on fait, parce que je n'ai pas parlé de ça du tout, mais depuis que je suis à Strasbourg, on a monté une association avec laquelle on a envoyé les ambulances, les médicaments, des choses. Et on fait maintenant la mission médicale à Kharkiv, à Donbass. C'est la mission très simple. Ça consiste à visiter les personnes âgées, alitées, qui sont un peu seules dans leur village. Parce que les villages qui étaient occupés par les Russes, et maintenant ils sont déoccupés, mais du coup tout est détruit. Voilà. Donc ils restent très souvent dans leur maison à moitié, dans l'état un peu. Et donc, ils ne veulent pas aller quelque part parce qu'ils disent on va mourir par la route. Donc, on préfère rester ici pour... Et donc, notre mission consiste à visiter ces personnes, à donner le soin, à amener quelqu'un à l'hôpital s'il y a besoin, voilà, à apporter les médicaments, la nourriture régulièrement. Voilà. Et donc, mon frère, il fait ça. Avec joie.